Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de l'OMS avec le soutien de TechNet 21. Aujourd'hui, nous allons parler des recommandations relatives à une analyse de situation du rendement du programme de vaccination. Vous pouvez écouter ce webinaire en français et en portugais. Pour ce faire, veuillez cliquer sur le bouton en forme de globe dans le bas de votre écran et choisissez le canal qui vous convient le mieux. Si vous avez des problèmes avec l'interprétation, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le fil de discussion. Le chat est déjà ouvert, donc vous pouvez également vous présenter si vous le souhaitez. Et si vous avez le moindre problème technique, vous pouvez aussi m'envoyer un message dans le chat et je ferai de mon mieux pour vous aider. Et j'essayerai de voir si je peux régler cet éventuel problème. Si vous avez la moindre question pendant les différentes présentations, veuillez utiliser la section questions et réponses dans le bas de votre écran également. Vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de la séance. Nous y apporterons une réponse à la fin des présentations si nous avons le temps de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à les poser à tout moment de la présentation. Finalement, cette séance est enregistrée. Nous vous enverrons le lien vers les vidéos et vers les présentations après la séance par mail. J'espère que cette dernière vous sera utile et je vais donner la parole à Samir. Merci Alex. Alors premièrement, je vais me présenter. Je m'appelle Samir Soda. Je travaille dans l'équipe de renforcement des programmes de l'OMS et je serai le modérateur de ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà notre ordre du jour pour aujourd'hui. Donc nous avons d'abord une orientation technique sur le site internet et Alex, je pense que ce que vous venez de faire couvre ce point. C'est bien ça? Oui, ok, super. Ensuite, nous aurons les mots de bienvenue. Ensuite, nous aurons une introduction à l'analyse de la situation et à son utilité. Ensuite, nous aurons un aperçu des étapes de la révision et des cas d'application. Ensuite, je prendrai la parole et je parlerai des efforts de redressement entrepris par les pays. Et puis, nous voulions également partager des expériences nationales au niveau du Libéria, du Togo et de la Côte d'Ivoire et de l'intégration de l'outil dans leur propre contexte. Et puis, nous finirons cette séance par une séance de questions et réponses. Donc, pour l'instant, nous voulions inviter Ado de Afro à prendre la parole. Alors, je sais qu'il a d'autres engagements, donc je ne sais pas s'il est déjà là ou pas. Alex? Ah oui, je suis là, nous dit Ado. Ok, merci beaucoup Ado. Je vais vous donner la parole. Merci d'être là. Ok, très bien. Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup de prendre le temps de participer à ce webinaire. Alors, c'est un webinaire que l'on prépare depuis l'année dernière. Donc, je m'appelle Ado Bouaka. Je suis responsable de l'équipe des maladies évitables par la vaccination. Alors, je suis basée au Burkina Faso en tant que directeur de l'équipe de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. J'apprécie le temps que vous consacrez à la participation à ce webinaire. Alors très rapidement, je pense que l'on connaît toutes et tous les dernières évolutions au niveau mondial avec la fin du GFAB en 2020 et avec le développement de l'agenda de vaccination pour 2030. Nous avons également bien conscience de la stratégie 5.0 de Gavi qui a été développée il y a quelques années, mais aussi de ce que la pandémie de COVID-19 a eu comme impact négatif, notamment sur les programmes de vaccination. Donc, nous essayons de nous remettre petit à petit de la pandémie. Pour ce qui est de la perspective régionale,
Pour l'agenda de vaccination 2030 a été adopté au niveau du sommet régional. Ça a été le point de départ et puis nous avons mis en œuvre un cadre régional pour la mise en œuvre de cet agenda et cet agenda, ce plan a été adopté par le comité régional. Nous soutenons donc les pays de la région à mettre en place leur propre stratégie nationale de vaccination avec des documents stratégiques liés pour les 5 à 10 prochaines années. Alors, ce processus se déroule très bien. L'année dernière, nous avons tenu 2 ateliers pour renforcer les capacités des responsables pays dans le processus de développement de ces SNV. Nous en avons eu un en septembre et un en Afrique du Sud à Pretoria. Et il y en a un autre qui devrait, être organisé pour les pays qui n'ont pas pu, participer aux ateliers de l'année dernière. Alors comme nous le savons très bien, certains pays, hem, travaillent également avec Gavi et cela demande une analyse de situation des différents programmes de vaccination. Il y a différentes activités qui doivent commencer, bien sûr, par cette analyse de situation du programme de vaccination. Donc, l'outil que l'on va vous présenter aujourd'hui et que l'on a développé grâce à nos collègues du siège, eh bien, je pense que vous pourrez recevoir plus de détails de leur part, de Samir et de nos collègues. Eh bien, cet outil est un outil très utile qui nous donnera également la possibilité d'avoir une analyse très détaillée des différents programmes. Cet outil nous permettra également d'utiliser les résultats de cette analyse sur le terrain. Nous aurons ensuite des données qui nous permettront de rédiger nos documents stratégiques et nos documents officiels. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à participer aujourd'hui, à être très actif et à contribuer autant que possible avec vos expériences sur le terrain et à partager cette expérience avec vos collègues. J'espère vraiment que ce webinaire renforcera nos capacités afin que nous soyons plus autonomes que jamais pour soutenir les différents pays. Donc, cela étant dit, je voulais vous remercier à nouveau et je vous souhaite une séance très fructueuse et productive. Merci beaucoup et je vous rends la parole, Samir. Merci beaucoup, Ado, d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Alors, j'aimerais maintenant donner la parole à José Biey du Bureau d'Afrique de l'Ouest, alors qui nous présentera l'analyse de la situation et son utilité. José, la parole est à vous. OK, merci beaucoup, très chers collègues et merci Ado pour cette introduction très utile. Comme Ado l'a très bien dit, je pense que, pour les, programmes de PEV, une analyse de la situation est essentielle pour le processus de planification. Donc cette analyse de la situation est une bonne occasion pour revoir nos différents programmes et pour en faire une évaluation objective et complète. En réalité, cette analyse de situation devrait au moins, comme recommandé, être qualitative. Il s'agit là de la clé pour une analyse réussie des programmes. Cela implique que l'analyse de situation devrait au moins contenir différentes étapes, notamment une étude documentaire impliquant les différentes parties prenantes avec une discussion sur la hiérarchisation.
Cette analyse de situation devrait également refléter le contexte national et se concentrer davantage sur les points urgents auxquels il faut faire attention. Cette analyse devrait également attirer l'attention sur le fait que il faut se pencher sur toutes les informations disponibles qui sont déjà dans le pays, et qui sont déjà connues. De cette façon, nous pourrons au moins essayer de rassembler toutes ces informations afin d'offrir un aperçu complet des différents obstacles qui existent et aussi de l'analyse des blocages qui existent. De cette façon, on pourra identifier les domaines prioritaires clés et grâce à l'étude de ces obstacles, on pourrait également voir comment on peut prendre des décisions en matière d'intervention clé des différents programmes de vaccination. Diapositive suivante. Donc, il est essentiel de garder à l'esprit que cette analyse de situation n'est pas un exercice supplémentaire en soi, c'est vraiment la colonne vertébrale de tous les processus de planification et de révision de nos programmes. En effet, l'analyse de situation est vraiment à la base du processus de planification auquel j'ai fait référence. Nous devrions donc au moins essayer d'identifier par le biais de ce processus quels sont les obstacles critiques principaux et en faire notre propre évaluation pour leur donner une priorité, une hiérarchie. Tout cela devrait être basé, et je pense qu'Ado en a parlé, mais tout cela devrait être bien sûr fondé sur les données factuelles derrière ces différents obstacles. Et puis, comme on le sait très bien également, on n'essaye pas seulement d'identifier les obstacles, mais aussi les réussites du programme, parce que ces réussites et ces bonnes pratiques sont celles que l'on pourra utiliser à l'avenir afin de réellement identifier les interventions et les stratégies clés que l'on va mettre en œuvre. Pour cette analyse de situation, et comme cela a été très bien dit, l'OMS a mis en œuvre un document au niveau du siège avec le soutien d'autres collègues et d'autres partenaires. Nous avons donc des outils clés ici. Premièrement, nous avons un document d'orientation de 15 pages qui nous présente vraiment le processus dans son ensemble avec une analyse de situation très détaillée. En plus de ce document, l'OMS a élaboré un cahier Excel détaillé qui offre des recommandations étape par étape pour mener cette analyse de situation très détaillée. L'idée, c'est d'avoir un aperçu le plus complet possible de votre programme au niveau des obstacles, des bonnes pratiques, des réussites essentielles et aussi au niveau des priorités qui devraient au moins vous aider dans votre processus de planification afin que vous puissiez élaborer un document stratégique pour votre programme. Merci beaucoup. Merci, José. Alors maintenant, j'aimerais donner la parole à Diana Spasenowska qui a joué un rôle clé dans l'élaboration de l'outil, de nous donner un aperçu rapide des étapes de la révision et des cas d'application. Diana, la parole est à vous.
Merci Samir. Alors, avant de vous présenter les détails de l'outil, je voulais vous parler du processus d'élaboration de ce cahier. Nous avons commencé la consultation en 2019 et nous avons reçu des retours de différentes parties prenantes, donc notamment du personnel IVB du siège de l'OMS. Nous avons organisé différentes réunions avec les partenaires comme Gavi, UNICEF et CDC pour recevoir du feedback justement. Nous avions également des sous-groupes dans le cadre de la commission sur les pratiques en matière de vaccination pour revoir la méthodologie qui avait été développée. Et puis, j'aimerais aussi souligner le rôle crucial que Afro a joué dans ce domaine. Nous avons eu différentes consultations et nous aimerions vraiment remercier les collègues de la région pour toutes les contributions qu'ils nous ont données. Alors, il y a eu une réunion avec les managers PEV, une consultation avec l'équipe IST West, une consultation avec l'équipe NITAG, et puis finalement avec le comité de direction du projet Capacity. Toutes ces équipes qui nous ont donné du feedback. Au cours de ce processus, différentes priorités ont émergé et nous avons donc adapté nos lignes directrices afin de les mettre en avant. Donc, comme vous le savez, l'agenda de vaccination 2030 se concentre sur l'importance du genre. Donc, nous avons inclus différents obstacles et différentes orientations quant à la façon dont on peut inclure le genre dans le cahier d'analyse de situation. Nous avons aussi des questions et des indicateurs sur les enfants zéro dose et les communautés zéro dose afin de nous aligner sur l'agenda zéro dose. Nous avons également mis en place des outils pour les facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination. Donc, nous avons adapté nos différentes questions pour nous aligner à ces nouveaux outils. Et puis, nous avons également aligné notre document avec les stratégies de redressement qui sont mises en œuvre actuellement. Nous avons également mis en place différents cas d'utilisation et d'application. Et nous avons réellement reçu le feedback des pays afin de préciser, d'affiner ces outils. Donc, nous avons eu des pilotes et des cas d'application en Indonésie, en Zambie, au Libéria, à Madagascar, en Éthiopie, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et certains de ces pays prendront la parole plus tard aujourd'hui pour vous expliquer leur expérience au niveau de l'utilisation de cette technologie. Donc, le document de recommandation et le cahier Excel se concentrent sur 4 étapes. Premièrement, rassembler des sources d'information, un aperçu du programme de vaccination, l'identification des obstacles et la documentation des données factuelles et la hiérarchisation des obstacles. Mais ici, il y a 3 étapes qui correspondent vraiment à une étude documentaire systématique et complète. Donc, les informations déjà existantes au niveau de l'étude documentaire. Et puis, la priorisation, c'est vraiment une discussion multi-acteurs, multi-parties prenantes qui encourage le dialogue entre différentes parties prenantes. Donc, ces lignes directrices ont 3 concepts clés sur lesquels on voulait vraiment insister. Et cette analyse n'inclut pas de collecte de données. Donc, on se fonde vraiment sur des documents et des données existants dans le pays. Deuxièmement, c'est un processus géré par les pays qui utilisent des données spécifiques au pays. Donc, c'est un document très spécifique au contexte. Et puis, c'est aussi un document évolutif qui pourrait mener à la réduction de la charge nationale ou parce que l'information pourra être documentée de façon systématique. Donc, à l'avenir, lorsque vous devrez faire une autre analyse, vous ne devrez pas refaire toute l'analyse de situation depuis le début, mais vous ne devrez mettre à jour que les parties pour lesquelles vous avez de nouvelles données. Et dans les prochaines étapes, je vous en dirai plus sur la manière dont vous pouvez faire cela. Donc, comme j'ai dit, la première étape, qui fait partie donc de l'analyse de la situation systématique, est de récupérer les sources d'informations.
Donc, vous avez évidemment les ressources des pays en général, et puis certaines sources de données un peu plus personnalisées. Et il faut savoir que cet exercice d'évaluation est donc basé sur des données probantes. Il s'agit dans le guide de recommandations sur les sources d'informations, mais qui n'est pas exhaustive. En même temps, s'il y a d'autres sources d'informations qui sont disponibles dans le pays, vous devriez les utiliser. Vraiment, nous vous invitons à le faire. Donc, sachez que il s'agit de recommandations, d'accord? Ce n'est pas limité. L'étape 2 est de compléter l'aperçu en fait du programme d'immunisation. Donc, ça veut dire qu'on s'intéresse à la situation actuelle du pays en termes de couverture vaccinale et d'équité. Et ça vise aussi à signaler les obstacles potentiels dans certains domaines, sans non plus aller trop dans les détails sur le pourquoi de ces obstacles. Donc, vous avez ici sur le tableau des exemples d'indicateurs et le type de tableau que vous allez pouvoir retrouver sur le tableau, sur le document Excel. Donc, vous avez aussi les obstacles potentiels, la couverture en pourcentage, etc., les données que vous allez rentrer. Et puis, en termes de surveillance, on a des questions qui visent à vous guider et à déterminer si le système de surveillance est efficace dans votre pays ou pas. Là non plus, ça n'évalue pas les obstacles, mais ça pointe sur les obstacles potentiels. L'étape 3, c'est là où vraiment on va s'intéresser à que sont ces obstacles et quelles sont les données probantes qui nous permettent de dire que oui, ces obstacles existent. Donc, ici, on demande aux utilisateurs d'évaluer les sources d'information de l'étape 1 et d'extraire l'information pertinente, qu'il s'agisse de lacunes en matière de recherche, de forces ou d'obstacles au programme de vaccination. Et une fois que ces renseignements sont identifiés, il faut les documenter systématiquement dans le manuel Excel en indiquant les résultats quantitatifs et qualitatifs. Les obstacles potentiels sont regroupés dans les 7 catégories de PEV qu'on utilise donc pour l'examen du PEV et de la SNV. Donc, vous avez gestion du programme financement, gestion des ressources humaines, approvisionnement, qualité et logistique des vaccins, services, couverture immunitaire et contrôle des effets indésirables, surveillance de la maladie et génération de la demande. Donc, on a préparé un exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble sur le manuel Excel. Et là, donc, vous avez typiquement ce que vous pouvez trouver. Donc, nous avons des feuilles similaires pour chacune des 7 catégories pour le PEV. Donc, vous avez la source d'information, où est-ce qu'on peut trouver les renseignements, le moment où le tableau a été créé. Et ça, c'est très important. Parce que c'est en documentant quand est-ce que vous avez rempli ce tableau et à partir de quelles données probantes que vous pouvez mettre à jour ces tableaux. Ensuite, vous avez l'obstacle potentiel, des questions qui vont permettre à l'utilisateur de réfléchir vraiment à ces obstacles. Et puis ensuite, les données que vous devez remplir. Alors ici, je vais vous montrer je zoome en fait sur un obstacle
particulier. Donc ici, on se demande si on a suffisamment d'équipements de la chaîne du froid qui fonctionnent. Vous avez les questions. Alors, la personne a répondu oui. Est-ce qu'il y a une raison de penser qu'il y a un obstacle? Oui. Alors, la preuve, les données probantes données sont d'ordre quantitatif puisque plus de 32% des réfrigérateurs et congélateurs ne fonctionnent pas. Donc, la source, c'est l'inventaire de l'équipement national de la chaîne du froid de 2013, page 23. Et donc, ça permet aussi aux autres parties prenantes qui consultent l'analyse de la situation d'en savoir plus, de vérifier leurs propres résultats aussi. Vous avez aussi donc les limitations potentielles des données, à savoir que cette évaluation date d'il y a 10 ans, donc il se peut qu'elle ne soit plus très à jour. Mais l'analyse de la situation peut aussi s'intéresser à des données qualitatives. Donc ici, on parle d'obstacles en termes de gestion de l'approvisionnement et de la distribution des stocks qui entraînent le fait de ne plus avoir de stock de vaccins, justement. Donc ici, on voit qu'il y a un problème au niveau de la fourniture de services, d'où le côté qualitatif. Pareil, vous avez la source, et puis s'il y a de nouvelles données qui apparaissent, vous pouvez encore une fois mettre à jour chaque case. Alors, si les informations ne sont pas disponibles pour certains obstacles, vous pouvez cliquer non, information non disponible, et ça fera partie donc des lacunes de recherche identifiées pour la prochaine fois. Alors, l'étape 4, c'est la priorisation des obstacles identifiés. Et dans ce cadre, nous vous engageons à avoir une discussion qui implique plusieurs parties prenantes. Et c'est la dernière étape. Donc, vous avez la liste des obstacles identifiés qui va être discutée entre différentes parties prenantes, et les obstacles vont être priorisés selon la situation nationale et l'importance relative de chaque obstacle. Donc, il s'agit d'un processus basé sur la délibération, la discussion, et vous avez une liste de questions disponibles pour vous guider. Alors, un exemple. Cette partie du tableau que vous voyez est automatiquement générée d'après les données probantes saisies. Donc, si vous cliquez « Oui », il y a un problème et vous avez les données probantes qui étayent cet obstacle, eh bien, ça va être ensuite reporté ici automatiquement. Et lors de la discussion, les parties prenantes vont discuter si cet obstacle est à haute priorité, faible priorité ou priorité moyenne. Alors peut-être que dans le cadre de la SNV, les parties prenantes préfèrent se focaliser sur les obstacles de haute priorité, en incluant des questionnaires, ou alors ils préféreront peut-être discuter d'actions à entreprendre pour éliminer ces obstacles. Enfin, comme cette composante de l'analyse de la situation est documentée systématiquement, ça peut être utilisé pour autre chose, pour d'autres priorités. Ça peut être utilisé pour identifier des lacunes de recherche. Lorsque vous cliquez sur « Informations non disponibles », une liste de lacunes de recherche va alors être automatiquement générée. Ça peut aussi permettre d'identifier les forces du programme, les actions prioritaires, ou aussi les questions en termes de prise de décision qui pourraient être traitées.
Alors, tout cela est disponible pour les utilisateurs comme extension pour les utilisateurs donc dans le manuel Excel. Et puis, bien sûr, pour les autres parties prenantes, vu que le document est vivant. Voilà, vous avez donc là les 4 étapes principales. Et alors, maintenant, je voudrais passer davantage à la partie logistique et à quoi ressemble la procédure de l'analyse de la situation. Comme je vous l'ai dit, nous avons reçu beaucoup de retours de pays qui ont utilisé ce processus avant et nous avons apporté des modifications suite à ces retours. Donc, voici ce qui nous a été transmis. Le manuel et les lignes directrices sont très faciles à utiliser. Les ateliers encouragent le dialogue entre des acteurs qui n'interagissent pas forcément régulièrement. Donc, ça peut être différents ministères, différents départements du ministère de la Santé, etc. En tout cas, des acteurs qui sont importants pour le programme de vaccination du pays, mais qui n'interagissent pas forcément au jour le jour. Le manuel et l'analyse de la situation peuvent être utilisés dans de nombreux différents contextes parce qu'on l'a conçu avec une certaine flexibilité pour que les pays puissent intégrer leurs propres questions, leurs propres indicateurs, etc., pour que ce soit vraiment spécifique à la situation du pays. Là aussi, comme c'est une approche où vraiment les pays participent grandement, on est au courant que le contexte d'utilisation, la procédure ou le calendrier peut être différent. Donc, comment choisir le format qui convient? Alors, le contexte d'utilisation. Donc, on recommande une analyse de la situation pour de nombreux examens de programmes. Et ici, vous avez différents cas. Donc, il y a une analyse de la situation pour l'évaluation du PEV par le Libéria et Madagascar, ou ça peut être aussi une question de prise de décision pour la priorisation en vaccination avec Capacity. Et ça a été le cas en Indonésie, en Zambie, en Éthiopie. Dans ce contexte, quel vaccin prioriser? Ça peut aussi utiliser comme première étape pour développer une stratégie nationale de vaccination forte, ce qui a été le cas en Côte d'Ivoire et au Togo, où il peut aussi y avoir d'autres cas d'application. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées là-dessus, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, des exemples, ça peut être ici des mini examens de PEV pour la stratégie de relance ou le PEV lui-même. Alors ici, concernant la procédure, comment procéder à cette évaluation? Alors, la première manière de faire une analyse de la situation est d'avoir une discussion qui inclut de multiples parties prenantes. D'accord, telles que NITAG, le ministère de la Santé, l'OMS et l'UNICEF, les universités, etc., qui a lieu au cours de plusieurs jours et qui encourage donc un dialogue entre différentes parties prenantes. Mais il y a aussi un autre moyen qui est un mix, en fait. C'est-à-dire que les données probantes peuvent être récupérées par une personne, d'accord, pour l'analyse de la situation. Et puis, en général, il s'agit d'une personne qui connaît très bien le programme de vaccination. Et on a estimé que ça prendrait à peu près 8-10 jours. Et puis ensuite, il y a une priorisation qui est décidée lors d'ateliers entre les différentes parties prenantes. Et la raison pour laquelle nous recommandons de faire cet atelier, c'est parce que nous avons fait un test. Donc, si on a seulement l'atelier sur 2 jours pour faire l'analyse de la situation avec différents participants, on a aussi fait le test avec une personne, un examinateur indépendant,
qui travaillent seuls pendant 8-10 jours. Et on s'est rendu compte que plus de 80% des obstacles identifiés étaient les mêmes. Mais là où il y avait des différences, c'était au niveau de la priorisation, donc l'étape 4. Alors, c'est logique, puisque la priorisation dépend évidemment de la situation nationale, des connaissances personnelles et de la situation dans laquelle les différentes parties prenantes travaillent. Donc, c'est pour ça qu'un examinateur indépendant n'a pas la même expérience en termes de priorisation que tout un tas de groupes. Et c'est pour ça qu'on encourage vraiment cet atelier de discussion. Enfin, quel est le calendrier de l'analyse de la situation? Alors, encore une fois, ça dépend du pays. Donc, vous devez choisir ce qui vous convient. Alors, d'après notre expérience, on pense qu'il prend, on dit pardon, qu'il faut à peu près 1 mois. Donc, 1 semaine pour identifier les sources d'informations qui peuvent être stockées dans différents endroits ou sur différents supports. Donc, ça permet de les rassembler et de créer une base de données. Ensuite, il faut entre 8 et 10 jours pour remplir le manuel. Et puis, il y a 1 à 2 jours de discussion entre les différentes parties prenantes. Donc, le siège est disponible, d'accord, pour vous fournir un soutien via téléconférence ou répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup et je vais maintenant repasser la parole à Samir. Merci Diana. Alors, ce que j'aimerais ici, c'est vous donner du contexte sur un cas d'application potentiel. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la situation énoncée dans cette diapositive. À cause de la pandémie, la vaccination a beaucoup reculé ces 2-3 dernières années. Et on voit qu'entre 2019 et 2021, on a eu une chute dans la vaccination et qu'on se retrouve avec 5 millions de personnes dans la région qui n'ont eu aucune dose du vaccin. Donc ici, c'est très spécifique à la région africaine. Et on voit comment la prévalence des enfants à 0 dose a changé entre 2019 à 2021. Et vous avez donc les points, ou plutôt le vertical, c'était en 2019 et l'horizontal en 2021. Et chaque cercle représente un pays. Et les pays qui sont sous la diagonale signifie que leur situation a empiré, alors que ce au-dessus de la diagonale montre que ça a amélioré. On voit quand même que la majorité des pays africains sont en dessous de la ligne et donc il y a une augmentation des enfants à 0 dose. Donc, on est passé de 6,6 millions à plus de 7 millions. Donc, ce que cela veut dire, c'est que nous espérons que cette année, on va pouvoir reprendre la vaccination. Donc, on doit essayer de faire une
un rattrapage au niveau des vaccinations pour essayer de retrouver les niveaux de vaccination de 2019. Mais nous ne devrions pas nous contenter de retrouver ces niveaux de 2019, mais plutôt d'augmenter la couverture davantage pour atteindre nos objectifs pour 2030. Donc, bien sûr, chaque pays a son propre contexte. Donc, le rattrapage, le redressement et le renforcement des programmes de vaccination sera différent, mais il nous faudra un leadership politique, du plaidoyer des partenariats, la cartographie des ressources, une planification et une mise en œuvre personnalisée pour chacun des pays, une assistance technique et un suivi et un enseignement. Donc, là où l'analyse de situation peut être utile, c'est à ce niveau-là, lorsque l'on parle d'une planification et une mise en œuvre adaptée au pays. Donc, alors que les pays mettent en place des stratégies et des plans de rattrapage et de redressement, il faudrait se baser justement sur les données factuelles. Et l'objectif, c'est justement une révision complète du PEV parce qu'il n'y a aucun autre outil qui est aussi précis, aussi complet. C'est très important d'aller sur le terrain et de voir ce qu'il s'y passe. Malheureusement, cela n'a pas été fait ces dernières années à cause de la pandémie, justement. Il est donc nécessaire que l'on commence à réfléchir à des plans et à des stratégies pour le rattrapage et le redressement des programmes de vaccination. Alors, certains pays ne mettent pas en œuvre de révision du PEV parce que c'est coûteux, parce que ça prend du temps, etc. Alors, idéalement, euh, cette analyse de situation serait la composante de base, la première composante, donc l'étude documentaire de votre révision de PEV ou de SNV. Mais étant donné les circonstances actuelles, si ce n'est pas possible de le faire aussi rapidement, vous pourriez voir cette analyse de situation comme mini révision PEV. Et ce serait toujours une révision systématique du programme. Ça peut être moins coûteux parce qu'il s'agit d'une étude documentaire avec différentes parties prenantes. Ça ne demande pas de se rendre sur le terrain. Et comme Diana l'a dit, cela peut être fait assez rapidement, sans notification d'avance. Ça peut prendre moins d'un mois. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi complet que la révision complète, mais ça peut être une bonne solution alternative pour avoir certaines données factuelles à la base de votre stratégie de rattrapage et de redressement. Merci. Donc maintenant, nous pensons que la partie la plus importante de ce webinaire, c'était de partager des expériences de pays et nous voulions donner la parole à nos collègues du Libéria, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Adolphus Clark devait nous donner son feedback sur leur expérience au Libéria. Alors, je sais qu'il a été rappelé de façon inattendue en dernière minute et qu'il ne pouvait pas être là au début de ce webinaire, mais je voulais simplement voir s'il était là maintenant, s'il avait pu nous rejoindre. Alex? Je me dis qu'il n'a peut-être pas pu nous rejoindre. Donc, je suis désolée, Diana, de vous rendre la parole, mais vu que vous avez été impliquée dans leur expérience, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'expérience du Libéria et puis nous passerons au Togo par la suite? Oui, bien sûr, merci. Donc, le Libéria a utilisé l'analyse de situation comme première étape pour une révision du programme d'immunisation élargie complète. Donc, ils ont établi un petit groupe de travail technique et ils ont organisé une séance de travail off-site pendant 5 jours. Et ce groupe a passé en revue chacune des étapes de l'étude documentaire. Donc, ils ont identifié les obstacles ensemble. Ils ont également priorisé ces différents obstacles. Donc, ce processus a pris 5 jours. Et puis, les conclusions de ce processus ont été utilisées pour les aider à élaborer des questionnaires plus adaptés, plus personnalisés. Et puis, lorsqu'ils avaient identifié un élément comme un obstacle avec un degré de priorisation très important et qu'ils souhaitaient en savoir plus sur les causes de cet obstacle, eh bien, ils posaient une question dans le questionnaire PEV
afin d'aller plus en détail. Donc, cela a rendu les questionnaires beaucoup plus contextualisés, beaucoup plus pertinents aussi au niveau des données, afin d'avoir de véritables données factuelles sur le contexte national. Alors, je ne répondrai pas à toutes les questions parce que quelles sont les forces, comment est-ce qu'ils l'ont utilisé, s'ils le recommandent pour d'autres pays, mais selon mon expérience dans leur révision du PIV, je pense que ce processus les a vraiment aidés à contextualiser en fait le questionnaire et les questions. Et puis la révision en soi a également pu être plus contextualisée et plus spécifique. Donc, je vais m'arrêter là. C'était très utile. Merci beaucoup et désolée de vous avoir surprise avec cette question. Alors, maintenant, j'aimerais donner la parole à Robert pour qu'il nous partage son expérience au Togo. La parole est à vous, Robert. Merci de nous donner la parole. Je suis docteur Adjoda. Je suis consultant en appui au programme élargi de vaccination au Togo. J'ai l'honneur de vous faire une petite présentation sur l'expérience du Togo par rapport à l'utilisation de cet outil Excel sur l'analyse de la situation du PEV qui vient d'être présenté. Pour rappel, le Togo, l'ancien plan pluriannuel du Togo a expiré en fin 2022. Donc, il fallait élaborer un nouveau plan, donc dénommé, comme on l'a déjà dit, Stratégie nationale de vaccination. Et donc, le Togo s'est engagé dans le processus en septembre 2022 avec l'utilisation de cet outil Excel qu'on vient de présenter. Et donc, la première question, pourquoi nous avons choisi d'utiliser cet outil? Parce que, en fait, nous voulons disposer d'une analyse de situation aussi complète que possible et une analyse systématisée qui aborde tous les aspects du PEV. Et aussi, ce qui est intéressant à noter dans l'outil, c'est que, comme on l'a présenté tout à l'heure, il faut rechercher les sources de données factuelles, notamment toutes les données disponibles dans le pays pour le PEV, et donc ne pas baser les réponses sur des opinions personnelles. Donc, c'est un aspect important puisque nous voudrons avoir des données factuelles pour prendre des décisions par rapport à l'élaboration de notre stratégie nationale de vaccination. Donc, il faut dire aussi que cet outil a beaucoup facilité les discussions dans les travaux de groupe. Voilà, donc, slide suivante. Alors, qui sont ceux qui ont utilisé cet outil? D'abord, nous-mêmes, nous avons d'abord parcouru l'outil pour bien maîtriser l'outil. Et ensuite, nous avons briefé tous les membres des 7 groupes thématiques qui ont été créés dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de vaccination. Et donc, le calendrier, c'est que du 6 au 8 septembre, nous avons eu un petit atelier, enfin une petite réunion avec les principaux membres des 7 groupes thématiques où nous avons présenté l'outil et nous avons demandé aux principaux membres de tester l'outil, de relire les questions pour vraiment être à l'aise dans la réponse aux questions. Ensuite, cet outil a été utilisé lors de l'atelier de l'analyse de la situation qui s'est déroulé du 12 au 16 septembre. Et lors de cet atelier, vraiment, les participants ont bien apprécié l'outil puisque il y a des questions principales et des questions d'orientation qui sont posées et les réponses sont intuitives. Et donc, cela permet des discussions dans les groupes et cela permet donc de déterminer les obstacles qui empêchent l'atteinte des objectifs de couverture. Et cet outil a été également utilisé, comme d'ailleurs cela a été dit, pour la hiérarchisation des obstacles à l'atteinte des couvertures. Suivant. Alors, quelles sont les forces de cet outil? Nous avons vraiment bien apprécié cet outil puisque il y a différents onglets
qui sont basés sur les 7 principaux domaines pertinents du PEV qui viennent d'être présentés. Le domaine gestion du programme et financement, les ressources humaines, l'approvisionnement, les prestations de services, la couverture et la gestion des MAPI, la surveillance et système d'information, la génération de la demande. Donc, les travaux de groupe, chaque groupe, ça dit que les membres, les principales parties prenantes ont été répartis dans ces 7 groupes, ces 7 domaines pertinents. Et l'outil a été utilisé. Dans l'outil, il y a des questions principales, des questions d'orientation. Donc, ces questions ont facilité les discussions et les réflexions dans ces travaux de groupe. Donc, on a noté que les participants ont bien apprécié l'outil. Et l'aspect aussi qui est intéressant dans l'outil, c'est que l'outil génère automatiquement et classe dans des feuilles séparées les points forts, les obstacles et les domaines possibles de recherche. Parce que dans les 7 domaines thématiques, lorsqu'il y a un aspect où il n'y a pas assez de données, on répond qu'il n'y a pas assez de données et l'outil classe ça comme domaine de recherche et ça permet donc les discussions dans les groupes. Et donc, comme je l'ai déjà dit aussi, ça facilite la hiérarchisation et la priorisation. Suivant. Quelles sont les leçons apprises? Donc, il faut bien maîtriser l'outil. Nous pensons que c'est important d'avoir une bonne maîtrise de l'outil. Et ce n'est pas vraiment compliqué. Hein. Lorsque nous avons pris l'outil, quand on a commencé à dérouler les différents onglets, nous avons vu que c'était simple d'utilisation et tout le monde peut utiliser cet outil, peut maîtriser facilement cet outil. Et nous avons également apprécié l'appui que nous a donné l'équipe de l'OMS, notamment IST Afro, pour nous orienter sur certains aspects. Et il faut aussi souligner, comme cela a été dit, qu'il est important d'utiliser la dernière version. Nous avions une première version où les aspects liés aux gens n'étaient pas inscrits. Mais après, après l'atelier que nous avons eu à Cotonou, qui a regroupé les 20 pays qui sont dans le processus. Donc, après cet atelier, on nous a donné la version actualisée que nous avons utilisée. Donc, il est aussi important, comme cela a été déjà souligné, de rassembler tous les documents nécessaires avant l'atelier parce que il y a beaucoup de questions qu'il faut discuter. Donc, il faut rassembler tous les documents, y compris l'idéal, c'est même d'identifier les pages où on peut trouver les réponses aux différentes questions posées. Donc, ça, c'est un aspect important. Il faut aussi briefer les principaux membres, comme je l'ai déjà dit, avant l'atelier d'analyse de la situation. Ceci facilite la compréhension lors de l'atelier national. La partie hiérarchisation aussi est vraiment importante parce qu'il y a des critères qui sont énumérés, les critères pour bien hiérarchiser les différents obstacles. Donc, nous avons utilisé ces critères en faisant une notation de chaque critère par rapport aux obstacles afin d'être le plus objectif possible. Ceci nous a permis de bien classer les principaux obstacles en priorité élevée, moyenne ou faible. Et donc, il faut vraiment bien préparer l'atelier pour que dans les 3 à 5 jours qui sont prévus puissent vraiment suffire. Parce qu'il y a souvent beaucoup de discussions dans les travaux de groupe sur comment répondre à chaque question et donc ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut bien se préparer à l'avance avant l'atelier. Suivant. Donc, voilà, pour conclure, nous recommandons vivement l'utilisation de cet outil parce que c'est vraiment simple d'utilisation et ça permet de systématiser l'analyse de la situation. Et la présence de questions permet d'orienter les discussions dans les travaux de groupe et de rechercher surtout les données probantes, de ne pas baser les réponses aux questions sur des opinions personnelles, mais de rechercher les données factuelles dans le pays
les rapports d'études, les rapports d'analyse, les documents, tous les documents possibles pour pouvoir pour pouvoir bien répondre aux questions. Donc, la partie hiérarchisation aussi, vraiment importante, est disponible dans l'outil pour faciliter les analyses. Donc, en conclusion, nous recommandons vivement l'utilisation de cet outil aux autres pays qui sont dans les différents processus, notamment l'élaboration de la stratégie nationale d'immunisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Diabété Tiayou de Côte d'Ivoire pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Et il me semble que vous allez prendre la parole depuis l'ordinateur de José en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, oui, je suis là. Je suis là et bien prêt. Je dois déjà préciser que pour le cas de la Côte d'Ivoire, le contexte il est un peu particulier. Il faut dire que avant la mise à disposition de ces outils-là, la Côte d'Ivoire était très avancée dans l'élaboration de son plan stratégique national de vaccination. Et donc, à la suite de l'atelier qui a eu lieu à Cotonou, la Côte d'Ivoire a plaidé et obtenu l'appui de l'OMS pour actualiser son plan stratégique. Donc, il était impératif de revenir quelque peu sur l'analyse de situation. Donc, il fallait exploiter l'outil qui désormais était disponible. Et donc, c'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire a amorcé le processus de révision en commençant par l'analyse de situation. Bien entendu, quand la stratégie nationale de vaccination s'est développée en son temps, comme je l'ai dit, les outils n'étaient pas disponibles, mais il y avait quand même eu l'analyse de situation. Et donc, dans notre cas ici, par rapport à l'utilisation de l'outil, comme tous les documents étaient déjà disponibles, toutes les étapes préparatoires étaient déjà bien réussies, nous avons exploité l'ensemble de ces documents-là. Et donc, on est allé directement au remplissage de l'outil. Au début, on se posait la question de savoir pourquoi refaire l'analyse de situation à travers l'outil alors que c'est déjà fait? Est-ce que c'était vraiment pertinent? Et comme il y avait un atelier en vue sur l'initiative Capacity, donc la Côte d'Ivoire s'est servie de cette occasion pour vraiment exploiter cet outil. Et donc, comme mon prédécesseur du Togo l'a dit, l'outil qui balaie toutes les composantes du PEV et qui même offre une opportunité d'être plus large en intégrant les indicateurs que le programme ou du moins que le pays trouve pertinent, en ouvrant les questions sur d'autres aspects. Et donc, l'exploitation a permis de reparcourir l'ensemble de ces documents-là et en fonction du questionnement qui a été intégré dans l'outil, il fallait, comme l'exige le document, il fallait préciser vraiment les pailles. Quand une insuffisance et un problème est identifié, il faut donner la référence. Où est-ce qu'on pourrait aller trouver cette information? Donc, nous avons exploité feuille par feuille, item par item, bien précise, puisque il n'était plus question de réunir les gens en atelier pour refaire l'analyse de situation qui avait déjà été faite. Donc, individuellement, chacun a regardé l'outil et moi, en tant que
consultant pour la révision et le financement du plan stratégique. J'ai renseigné l'outil de bout en bout et que j'ai partagé avec les autres. Ce qui est ressorti, c'est que on est revenu, ou du moins on a conclu que les mêmes problèmes qu'on avait identifiés initialement, avec l'exploitation de l'outil, nous sommes parvenus à ces mêmes conclusions et donc les mêmes recommandations. Et du coup, l'outil même est allé beaucoup plus en profondeur en abordant un certain nombre d'aspects, surtout la question du genre qui a été intégré dans l'outil, la question des zéro doses, et presque à chaque thématique, la question des zéro doses était exploitée. Donc, les recommandations issues de l'exploitation de l'outil nous ont permis de discuter en atelier sur la possibilité d'adoption du projet de chaîne de température contrôlée. Et donc, les recommandations générées par l'outil ont été exploitées pour faire la priorisation comme l'a fait nos amis du Togo. Il faut dire que pour ce qui est des forces, nous avons noté la disponibilité des ressources documentaires dans un premier temps. Nous avons également noté la disponibilité des ressources humaines du PEV pour d'éventuels compléments d'informations, puisque l'outil demandait vraiment d'aller dans des détails fins. Donc, il fallait faire recours à d'autres personnes ressources. L'autre aspect intéressant, c'est que la structuration de l'outil, je vais parler de la présentation, tient compte de toutes les composantes, je l'ai déjà dit, du PEV. Et donc, en allant à la diapo suivante. Allô? OK. En allant à la diapo suivante, nous pouvons préciser comme leçon apprise que, en tout cas pour réussir cet exercice, il faut une bonne étape préparatoire, que ce soit du point de vue administratif, que ce soit du point de vue mise en commun des ressources matérielles et humaines. Il faut impliquer toutes les parties prenantes et de s'assurer de la bonne compréhension de l'outil. Donc, il va falloir peut-être organiser des séances de coaching, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, pour convenir sur la compréhension des différentes questions posées. J'avoue que les orientations qui sous-tendent les principales questions posées nous ont beaucoup aidés. Et donc, même dans le processus de priorisation, il fallait revenir sur ces étapes-là, sur ces questions d'orientation, voir s'il n'y a pas d'éléments qui manquent. Et donc, nous convenons avec nos amis du Togo, il faut vraiment contextualiser l'outil. Il faut faire une triangulation des données issues des différentes sources parce qu'on s'est rendu compte que souvent, vu le temps écoulé, il y a un document qui peut avoir identifié une faiblesse et puis bon, à la suite, un autre document ne l'identifie pas ou bien donne un aspect beaucoup plus positif ou du moins amélioré de la faiblesse qui a été identifiée. Donc, il a fallu faire cette triangulation, notamment quelle était l'information pertinente, l'information actualisée. Et donc, l'exploitation de l'ensemble de ces documents nous ont permis de donner
de préciser l'ampleur du problème à travers les données évidentes, à travers les données probantes. Et donc, ces conclusions ont été, les conclusions bien entendu générées de l'outil ont été discutées en atelier, puisqu'il était question de débattre de la possibilité de l'adoption du projet de chaîne de température contrôlée. Et donc, on ne pouvait pas aller droit avant de faire cette analyse de la situation. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la chaîne de froid. Et donc, ça nous a permis vraiment de débattre en profondeur. Et donc, ce qui était plus intéressant, c'est que même les instances dirigeantes du PEV ce jour-là, quand on faisait la priorisation, tout le monde était là, tout le monde voulait comprendre. Et à chaque fois, on était obligé de faire recours à l'outil. Pourquoi on a identifié tel problème, alors que peut-être que dans la mise en œuvre, après avoir identifié le même problème il y a 1 an, 1 ou 2 ans, pourquoi ce problème réapparaît encore? Et donc, ça a été vraiment un processus itératif entre l'ensemble des participants et voire même l'outil. Il fallait à tout moment revenir. Et dans l'ensemble, les gens ont apprécié, l'ensemble des participants, ils ont apprécié l'outil, bien qu'il y ait des possibilités d'amélioration. Il faut préciser que il a fallu vraiment faire recours à l'équipe qui a conçu l'outil pour comprendre un certain nombre de questions. Et on s'est accordé. Donc, nous, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut recommander cet outil à d'autres pays qui amorcent leur processus d'élaboration du plan stratégique? Nous répondons fortement oui, puisque l'outil, comme je l'ai dit, il est très dynamique, il balaie de façon holistique toutes les thématiques du PEV et même du système de santé. Donc, pour les pays qui sont en instance d'élaboration de leur plan stratégique, nous leur recommandons fortement d'utiliser l'outil parce que ça oriente et ça permet de faire une analyse de situation très précise et qui va faciliter l'analyse des solutions à proposer pour lever les différents goulots d'étranglement. Voilà en quelque sorte ce que j'avais à vous dire par rapport à l'expérience qu'on a vécue en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, c'était un peu différent du contexte des autres puisque une analyse avait été déjà faite. Je vous remercie. Merci, Diabete. Avant de passer aux questions, j'aimerais souligner que si plus tard vous avez des questions sur cet outil, nous vous invitons à nous contacter, Diana ou moi-même. Nous sommes ravis d'avoir vos retours. Et comme vous l'avez constaté, nous essayons constamment d'améliorer l'outil. Et comme Diabete l'a mentionné, ce n'est pas un outil parfait. Et donc, nous cherchons constamment à l'améliorer. Nous allons continuer à travailler à son amélioration. Et c'est pour ça que nous vous invitons à toujours télécharger la dernière version, puisque nous chargeons une nouvelle version dès qu'il y a des améliorations. Je voudrais remercier les personnes qui nous ont aidés à concevoir cet outil, Analea Khan et Margie Watkins, aussi les équipes des pays pilotes qui nous ont beaucoup aidés, nos collègues du siège et aussi des bureaux régionaux et nationaux. Et en fait, revenant sur Analea Khan, cet outil faisait partie de quelque chose qu'elle a envisagé il y a déjà un moment. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vraiment la remercier. Maintenant, je voudrais vous laisser la possibilité de poser vos questions. Et si vous avez des questions, j'en ai vu quelques-unes
sur le chat qui ont été répondus aussi, mais il y en a donc sur la boîte de questions et réponses. Et n'hésitez pas à poser d'ailleurs, à les poser aussi là-dessus. Mais j'ai une question, moi déjà. Diana, plutôt si je reviens sur le chat. Il y avait une question par rapport aux améliorations. Je crois que la dernière version a été chargée hier, c'est ça? Et il y avait aussi notamment une question sur les problèmes de genre. Alors, si un pays a une ancienne version, comment est-ce qu'ils peuvent vérifier quels sont les changements dans la nouvelle version? Oui, alors jusqu'ici, on a chargé 3 versions en ligne. La première en juillet 2021, la deuxième en septembre-octobre 2022, qui incluait déjà des questions autour du genre. Et puis hier, oui, nous avons mis en ligne la 3e version. Donc, dans le nom de chaque dossier, vous avez la date à laquelle cette version a été mise en ligne. Et donc, vous pouvez vérifier si vous avez la dernière version ou pas. Et comme ça a été dit par le Cameroun, vous pouvez voir les modifications en allant notamment dans la partie obstacles et voir s'il y en a qui ont été ajoutés, que vous n'aviez pas, etc. et mettre à jour tout ça. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler des traductions? Oui, alors à l'heure actuelle, nous avons une version française en ligne et nous travaillons aussi à la version portugaise qui devrait être disponible dans 2 semaines, donc aux alentours du 10 mars. Et elle sera disponible, pareil, en ligne, sur le même lien. Oui, alors il y a quelques questions qui me concernent peut-être plus, notamment comment est-ce que cet outil s'intègre aux évaluations du PEV en général? Est-ce qu'il vaut mieux faire ce processus-là plutôt qu'un examen du PEV ou que faire si on a déjà commencé? Alors, je dirais qu'il n'y a aucun substitut idéal pour l'évaluation du PEV. C'est vraiment le meilleur outil parce que ça permet aussi de voir quelle est la réalité sur le terrain. Et ça, on n'essaie pas de le remplacer. Mais il y a certaines réalités qu'on ne peut pas étudier dans une évaluation du PEV. C'est pour ça que on peut utiliser donc cette analyse de la situation dans ces cas-là au lieu d'une évaluation du PEV. Mais je dirais qu'il faut plutôt le considérer comme une première étape de l'évaluation du PEV. Alors, parce que ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai peur, c'est que les gens se disent, bon, d'accord, ça peut être moins cher de faire ça. Mais le problème, c'est que cette analyse de la situation dépend énormément des documents que vous utilisez. Et si ces documents ne sont pas à jour, si vous utilisez tout un tas de documents qui datent d'il y a 10 ans, eh bien, ça n'a pas vraiment de sens de faire cette analyse de la situation plutôt qu'une évaluation du PEV. Je vous conseillerais de l'utiliser en tant qu'alternative si les informations dont vous disposez et que vous pouvez saisir sont récentes. J'espère que ça clarifie un peu le point et je serais ravie d'entrer plus dans les détails s'il y a besoin. Je vois aussi qu'il y a une question que je vais vous poser, Diana. Est-ce qu'on peut customiser cet outil pour qu'il se focalise sur un programme en particulier? Oui, alors c'est une question intéressante. Nous recommandons de toujours réfléchir en termes de programmes entiers et des situations qui couvrent le programme entier parce que
Les obstacles, en général, se retrouvent aussi pour certains vaccins en particulier. Mais ce qui peut être vraiment ajusté, ce serait la discussion des parties prenantes, puisque évidemment, cette discussion est vraiment propre au contexte. Donc, si vous parlez du HPV, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, votre discussion doit se focaliser sur les obstacles liés au HPV et établir les priorités en fonction. Et en même temps, lorsque vous passez en revue les composantes de l'analyse de la situation, vous pouvez aussi ajouter des choses spécifiques au HPV. J'espère que ça répond à la question. Samir, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, je pense que c'est bon. Pour nous, cet outil est vraiment maximisé si on l'utilise en tant qu'outil global. Parce que, par exemple, quand vous menez l'analyse de la situation, vous allez peut-être constater des problèmes qui touchent tous les programmes, dont le HPV. Donc, ce qu'on fait en général, lorsqu'on fait une évaluation du PEV, c'est de faire d'abord une analyse de la situation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on duplique vraiment cette activité tout le temps. Et comme Diana l'a montré, si c'est bien documenté, ça vous montre en fait d'où vous avez tiré les données probantes utilisées. Et vous avez, grâce à cela, la possibilité de réduire la charge sur le pays. Donc, par exemple, en faisant l'analyse de la situation 2022, vous reprenez tous vos outils et vous les remettez à jour. Donc, vous n'avez pas à mettre à jour l'intégralité de l'outil. Et comme c'est relativement nouveau, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas eu l'occasion de le mettre à jour, mais je crois qu'on a 2-3 exemples, non? Oui, tout à fait. On a un exemple d'un pays qui a fait une actualisation et ils nous ont dit que c'était assez facile parce que justement, ils avaient documenté les dates. Et l'avantage de le faire comme ça aussi avec le manuel sur Excel est que ça nous donne en fait une flexibilité pour changer les champs et tout ça. Notre objectif est vraiment que ce soit utile pour les pays, que ça leur facilite la vie. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit facile à utiliser, que ce soit très complet et que ça réduise votre charge de travail. C'est pour ça qu'on vous demande vos retours, en fait, sur votre utilisation de l'outil, afin qu'on puisse améliorer le projet. Oui, j'avais une question qui disant l'analyse de la situation n'est pas pertinente si les sources de données sont très anciennes. Oui, alors, je dirais que c'est important de toute façon, mais en tout cas, il faut le mentionner sur la limitation des données que ces données sont anciennes. Donc, j'ai donné un exemple sur les réfrigérateurs et l'équipement de la chaîne du froid. 10 ans, des données qui datent de 10 ans, c'est très, très ancien. Parce que si vous ne reconnaissez pas que les informations sont très anciennes, vous risquez d'avoir des conclusions erronées. Donc, mentionnez bien que les données sont anciennes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je recommande une analyse de la situation
précise, parce qu'il y a quand même une valeur, même si les données sont vieilles. Mais c'est typiquement un exemple qui rejoint ce que j'ai dit plus tôt. Si c'est le cas avec des données très anciennes, surtout ne remplacez pas l'examen du PEV par cette analyse de la situation. Désolée, je réponds tes questions. Je suis un peu lent, du coup, pour les vérifier. Alors, quel est le temps, le calendrier? Quel est le meilleur calendrier? Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de données sur le temps utilisé, le temps pris en fait pour compléter tout ça, que ce soit pour la méthode mixte ou l'atelier uniquement? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui. Alors, on s'est rendu compte que l'étape la plus limitative, c'est d'entrer les données. Parce que ça peut prendre du temps, en fait, de vérifier que toutes les informations sont disponibles, etc., de les rassembler. Donc, ça dépend vraiment du pays. Est-ce que le pays a cette base de données en un seul endroit ou pas? Et comme je l'ai dit, chaque pays gère son propre calendrier. Donc, par exemple, en Indonésie, ils ont fait l'intégralité de l'analyse de la situation en 2 jours. Ils ont procédé à chaque étape en groupe. Donc, il leur a fallu 2 jours pour tout faire. Mais ce groupe-là connaissait déjà très bien les données disponibles, les avait déjà examinées. Au Libéria, par contre, il a fallu 5 jours pour vraiment travailler chaque étape en profondeur. Et là encore, c'était un groupe assez fort avec une très bonne compréhension des données. On a fait un test aussi avec un consultant, comme je l'ai mentionné, quelqu'un qui connaît très, très bien le programme de vaccination, mais qui est externe au programme. Et cette personne a mis 10 jours ouvrés pour analyser les documents et tout remplir. Alors, l'étape 4 prend aussi du temps parce qu'il faut s'assurer que les parties prenantes soient disponibles, etc., les rassembler. Mais la priorisation peut être faite en 1 ou 2 jours. Tout dépend la longueur de la liste d'obstacles. Il y en a des fois 20, il peut y en avoir 40. Ça dépend encore de chaque pays et donc ça dépend vraiment pour chaque pays de la liste d'obstacles. Voilà, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est vraiment spécifique à chaque pays et que ça dépend de vos besoins. Et donc, il est difficile de dire, voilà, le calendrier idéal, c'est ça. Merci. Et Diana, question pour vous. Maintenant que l'on utilise la plateforme Zoom comme pour ce webinaire aujourd'hui, ces ateliers sont-ils tous organisés en personne ou en avez-vous organisé certains en ligne également? Alors, l'atelier en Zambie a été organisé en ligne en 2020, donc on a été obligé de le faire en ligne. Et on s'est rendu compte que ça a relativement bien fonctionné, même si c'était un peu difficile parce qu'il y avait de nombreux participants, de nombreuses parties prenantes, et c'était difficile de les faire parler. Il y avait aussi des retards liés aux connexions Internet. Ça rend les discussions un peu plus difficiles, mais c'est tout à fait possible de le faire en ligne. Faisable, mais pas idéal. C'est un bon résumé? Oui. Ok, y a-t-il d'autres questions? Je sais que l'on en arrive tout doucement à la fin du temps qui nous était imparti. Je ne vois pas d'autres questions ici. Je vois une question de Lisoto qui nous demande des recommandations relatives à la planification, au calendrier, etc. Alors peut-être qu'on pourra en discuter par mail par la suite. Vous avez notre adresse mail
à l'écran. N'hésitez surtout pas à nous contacter l'un ou l'autre à l'avenir. Vous pouvez également contacter votre bureau régional ou le bureau OMS UNICEF et nous serons toujours disponibles comme ressources supplémentaires. Donc, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons essayé que ce webinaire ne soit pas trop théorique. Nous pensions qu'il était aussi important de partager les expériences des différents pays et nous serions ravis de vous retrouver au cas par cas si cela s'avérait nécessaire pour vous. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Samir. Alors, petit mot là-dessus et merci beaucoup pour cette présentation exceptionnelle. Nous allons partager avec vous les présentations ainsi que les enregistrements dans les différentes langues. Cela vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous et très belle fin de journée. Au revoir. Merci. Merci.